fait, c'est que j'étais un petit peu comme beaucoup de gens, j'étais, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai commencé par faire du conseil. Donc j'étais ingénieur à la base, j'ai fait un master pour pouvoir faire moins d'ingénierie et plus de business, on va dire, après mon école. Et après, je suis rentré dans un cabinet de conseil à Paris. Ce cabinet de conseil, j'y suis resté 3 ans. Et ensuite de ça, j'ai fait un break pour aller faire un MBA. Donc ce MBA-là, ce que ça m'a apporté beaucoup, c'est en fait la curiosité d'essayer de me dire, le monde entrepreneuriat, c'est probablement intéressant pour moi. Et du coup, c'est là que je me suis dit que j'allais tenter en fait de rentrer dans une structure beaucoup plus start-up. Donc là, je suis allé travailler chez Groupon pendant 1 an. Et voilà. Donc après, je suis retourné dans le cabinet de conseil parce qu'il me devait un petit peu de temps pour le MBA. Mais j'ai préféré faire ce temps-là ici, à Sydney. Donc j'ai transféré et je suis resté 2 ans ici à travailler sur diverses missions. Mais bon, ce projet entrepreneuriat, il me trottait un petit peu dans la tête. Et il y a un moment donné, en fait, je me suis dit, bon voilà, c'est le moment de le faire. Et donc j'ai pris contact avec des gens que je connaissais de Paris. Et puis je me suis lancé dans cette aventure ici. J'ai fait beaucoup de recherches sur des gens qui avaient des expériences en Australie. Et personne ne m'a dit que c'était mal. Donc du coup, ils m'ont tous dit que c'était très bien. Et il y a aussi l'aspect que c'est un pays anglo-saxon qui va bien, où il y a de la croissance, où évidemment il y a une qualité de vie qui est beaucoup bien meilleure qu'à Paris. Et du coup, voilà, c'était attirant cet aspect-là. Et l'autre fait, c'est que c'est un pays qui est très riche. Il y a le GDP per capita, il est au niveau c'est un truc ridicule comme le Liechtenstein. Il y a beaucoup d'argent ici. Et je ne sais pas si c'est exactement ça le chiffre, mais c'est très haut. Et donc évidemment, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de ressources, beaucoup de mines, tout ça. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Et que c'est souvent un pays qui est considéré comme trop petit et trop loin. Donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup moins de compétition. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. On va dire que c'est un chemin. Je pense que être entrepreneur, je pense qu'en particulier quand tu es dans n'importe quelle école d'ingénieur ou n'importe quelle école de commerce, il y a énormément de gens qui vont dire qu'ils veulent le faire à un moment donné de leur vie. Et moi, ça a été le cas, clairement. Et moi, c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis que je suis rentré dans le monde professionnel. Mais j'ai jamais vraiment eu le courage de me lancer. Alors du coup, il y a un moment donné, en fait, il faut se dire, moi, je suis arrivé à un moment où je suis moins jeune que vous, et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut le faire, ou alors sinon je pense que je ne le ferai pas. Et c'est un petit peu la même chose, la même réflexion que quand il y a beaucoup de gens qui sont en école de commerce ou d'ingénieur qui veulent aller à l'étranger. Et il y a beaucoup de gens qui commencent quand même en France et se disent, c'est pas grave, plus tard je le ferai et j'irai à l'étranger. Voilà, quand on a des opportunités, je pense qu'il faut les saisir. Il faut se mettre dans le mindset où on se dit, voilà, je prends le risque d'aller à l'étranger ou de monter une boîte. Mais je pense que c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, trotte dans la tête pendant plusieurs années et après mûrit. Et voilà. Donc après, il y a des gens qui sont suffisamment courageux pour le faire directement en sortant de l'école. Et moi, je c'est pas ce que j'ai fait. Mais par contre, je me suis dit, à un moment donné, il faut le faire. Alors iSurfing, c'est une plateforme qui met en connexion en fait, des personnes qui sont prêtes à conduire quelqu'un de A à B et qui met en connexion des gens qui veulent aller de A à B. Évidemment, c'est très similaire à d'autres services, qui est ce qu'on appelle le ride sharing, qui est une tendance qui a commencé aux États-Unis avec une entreprise qui s'appelle Lyft, qui a inventé ça et qui a été suivie de très près par une autre entreprise qui est beaucoup plus connue, qui s'appelle Uber, qui a copié un peu ce service-là et qui a créé un service qui s'appelle UberX. Nous, en fait, on s'est dit que c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Évidemment, c'est une grosse industrie. Le taxi ici, c'est le 2e ou 3e pays où c'est le taxi le plus cher au monde, à Sydney.
il y a une grosse demande en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aller, il y a pas beaucoup de transports en commun. Donc, du coup, moi, c'était on va dire un endroit où on pouvait le faire de manière très bien. Après, c'est vrai que la grosse différence de Ride Surfing, c'est qu'on est une plateforme où on ne fixe pas un prix, on donne une donation. Et donc c'est pas comme un taxi, c'est-à-dire qu'on dit pas bon, de A à B ça va coûter 43 €. On va dire ben voilà, de A à B, c'est à vous de décider en fait entre vous, entre le chauffeur et entre le rider, combien ça vaut. Comment ça se passe, c'est que les gens se notent. Donc évidemment, quelqu'un qui va systématiquement donner 0, ce sera quelqu'un qui sera connu dans la communauté, et les chauffeurs ne voudront plus accepter de les prendre, parce qu'évidemment, tout le travail mérite salaire, et il faut que les gens ne soient pas que des free riders. Donc les gens, en fait, au fur et à mesure, vont avoir une note, et si la note elle est trop basse, eh ben, on n'est pas accepté dans la communauté. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un processus de screening, et il faut savoir qu'on prend moins de 10% des personnes qui apply qui sont prises. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure du temps, bon, voilà, on check la voiture, on check leur assurance, on check leur casier judiciaire, on check qu'ils ont tous leurs points, leurs permis, tous ces genres de choses, et à chaque fois, il y a des gens qui partent. Et après on les rencontre, et si ils ne sont pas sympas, on les prend pas non plus. Et donc tout ça, ça fait qu'effectivement il y a une sorte de garantie que toutes ces personnes-là sont des personnes qui sont connues dans le système, et aussi pour la personne qui va rentrer dans la voiture, ça sera quand même beaucoup moins risqué. Bon, ce qu'on regarde actuellement beaucoup aussi, c'est d'ouvrir d'autres services aussi, donc d'autres services de livraison. On se rend compte d'une chose qui est intéressante, c'est que Ride Surfing c'est bien pour pouvoir transporter des personnes, mais en fait on pourrait transporter des choses aussi, on pourrait transporter des colis, des courses, des repas, et donc du coup c'est quelque chose qu'on regarde actuellement et pour lequel on va probablement embaucher. Donc la réponse en fait c'est oui, il y a des entrepreneurs ici. Mais c'est pas énorme, c'est pas la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'avec Silicon Valley, il y aurait 1000 fois un truc comme ça. Je pense que c'est même plus petit que dans une ville comme Paris où il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi. Mais donc ça existe. En termes légal, c'est beaucoup plus facile qu'en France que de monter une structure, ça peut se faire dans la journée. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est simple, il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de cases à ticker. Et au niveau ressources humaines, je pense que c'est un point important, c'est que c'est pas facile de trouver des gens motivés et bons ici, parce qu'il y a une compétition un petit peu, on va dire, défavorable du temps et des salaires. C'est-à-dire qu'il y a ici, quand on est jeune diplômé, c'est très facile d'avoir un très beau salaire avec des très beaux horaires et d'habiter à Banda et d'aller à la plage. Et du coup, la proposition de valeur tu vas être entrepreneur, tu vas gagner moins, travailler plus et être dans une position plus risquée, c'est difficile de la battre. Donc du coup, nous, ce qui se passe, c'est que du coup, c'est vrai que mécaniquement, du coup, je me suis retourné vers l'Europe et vers l'étranger pour essayer d'appâter des gens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens par contre que ça intéresse. Ça c'est beaucoup plus dur. Donc il y a beaucoup moins de capitaux qu'aux États-Unis évidemment et qu'en Europe en moyenne. Il y a une poignée de venture capital aussi qui sont typiquement plus des family office que des vrais VC. Donc les VC sont plus en fait par réseau de gens qui se connaissent, qui sont riches, qui investissent dans des startups qui connaissent, plutôt qu'une vraie industrie de VC structurée. Voilà. Si par exemple, quand je dis ici, quand on a une petite startup qui commence à faire un peu à marcher, beaucoup de gens vont aller soit aux États-Unis, soit en Europe pour pouvoir aller trouver des capitaux. En tout cas, moi, ce que j'ai fait, qui à mon avis qui était bien, c'était de se plonger dans le milieu d'entrepreneurs pour avoir l'énergie en fait qui rentre dans l'entreprise, parce
parce qu'on est avec d'autres entrepreneurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et je pense qu'un des trucs auquel il faut faire attention, c'est moi, comme je suis étranger, c'est d'avoir quand même des Australiens qui sont dans l'entreprise. Comme je vous disais, en fait, il y a une majorité de gens qui sont étrangers, mais je fais très attention en fait d'avoir des gens qui sont vraiment australiens, qui connaissent vraiment le pays. Parce que même si là, je suis là depuis plusieurs années, il faut savoir qu'il y a, voilà, il y a aussi tout un côté du marché qu'on ne comprendra pas tant qu'on ne sera pas vraiment australien. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir cette Australian touch qui est très importante pour que les gens aussi, les clients se retrouvent dans votre produit.